La radio a récemment franchi le cap des 100 ans d'existence. Technologie révolutionnaire à ses tout débuts, ses premiers balbutiements ont été marqués par une absence quasi totale de réglementation, jusqu'à ce que les autorités flairent le potentiel de dérapage. Au Canada, ce sont des émissions diffusées par des radios affiliées à une organisation religieuse ontarienne qui pousse le gouvernement fédéral à mieux encadrer ce média de masse en pleine ascension. Un espace de liberté qui mène à des dérives qui poussent ensuite les autorités à sévir. Voilà un scénario qui vous semble peut-être familier. Pierre Trudel, bonjour et bienvenue au Décrypteur. Bonjour. Très heureux de vous avoir en personne dans ce studio radio, n'est-ce pas, de circonstances, pour parler des débuts de la radio, où et comment vous voyez un parallèle possible entre l'arrivée de la radio, d'une nouvelle technologie qu'on veut progressivement réglementer, et l'arrivée d'Internet. En effet, il y a des analogies parce que la radio se développe à l'origine dans un environnement où on dit c'est une technologie, on peut s'en servir, c'est une technologie qui permet de s'exprimer mieux, s'exprimer plus librement. Et il y a un certain enthousiasme, une certaine euphorie de la nouveauté. Et quand on y regarde de près, c'est tout à fait ce qui s'est passé avec l'émergence d'Internet. Lorsqu'Internet arrive, on a John Perry Barlow qui, lors d'une conférence à Davos, déclame un texte qui est devenu célèbre qui s'appelle la Déclaration d'indépendance du cyberespace, dans lequel il proclame que les États n'ont pas d'affaires sur l'Internet, que c'est un espace d'intelligence et de liberté. Et puis, s'il y a des problèmes, les usagers vont régler ça entre eux. Governments of the industrial world leave us alone. You are not welcome among us. Where there are real conflicts, where there are wrongs, we will identify them and address them by our means. Et donc, toute cette imagerie de l'Internet libre, de l'Internet sans contrainte, a marqué considérablement les débuts de l'Internet. Et dans ce sens-là, il y a une analogie avec la radio, c'est-à-dire que les deux environnements techniques sont perçus au départ comme étant des environnements de liberté et qui devraient être affranchis de toute contrainte. Et s'il y a des analogies à faire, est-ce qu'il y a aussi des leçons à tirer entre l'émergence de la radio et ce que ça présupposait et l'émergence du web avec tout ce à quoi on assiste? Il me semble qu'il y a une leçon importante à tirer, c'est que lorsqu'on utilise des technologies aussi puissantes, ça peut avoir des conséquences. On s'est aperçu au 20e siècle que l'utilisation de la radio pouvait donner lieu à des tragédies. À l'époque nazie, on utilisait la radio à des fins de propagande. Die Stärke eines guten Rundfunkprogramms liegt in der richtigen Dosierung zwischen Unterhaltung, Freude, Belehrung, Erziehung und Politik. Au Rwanda, avec la radio des Mille Collines, ça a donné lieu littéralement à un génocide, c'est-à-dire cette utilisation intempestive et abusive de la radio pour propager la haine. Ça a eu les conséquences absolument tragiques qu'on connaît. Il y a des choses, auditeurs, qu'on n'ose pas dire, des choses qui sont innommables. Le parallèle qu'on peut faire, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que l'Internet aussi est un objet extrêmement puissant. C'est un réseau qui est extrêmement performant et qui permet de rejoindre beaucoup de monde. Et si on le combine avec les technologies numériques qui permettent de créer des contenus, ça fait en sorte qu'on est en présence d'un objet dangereux, ou probablement aussi dangereux, peut-être même plus, que pouvait l'être la radio non contrôlée au 20e siècle, lorsqu'on a vu à quel point ça a pu donner lieu à des dérives. Si deux technologies aussi différentes que la radio et l'Internet ont connu des débuts semblables à certains égards, certains de leurs artisans respectifs ont aussi des points en commun, surtout ceux qui tentent de défier les normes et les restrictions qui se mettent progressivement en place. Jeff, toi, tu as
aussi explorer le parallèle qu'on peut faire entre l'apparition de la radio, la réglementation, puis l'arrivée du web et la tentative de réglementation qui s'est produite ou pas par la suite. Ça continue de t'inspirer. Oui, ben, je trouve ça fascinant le parallèle parce que c'est quasiment... On est quasiment en train de revivre les mêmes débats en tant que société. Puis on voit qu'il y a certaines personnes là, qui ont profité un peu d'un vide de réglementation là, pour s'emparer de cette technologie-là là, puis de propager toutes sortes de messages. Puis il y en a un en particulier qui a frappé ton imaginaire et qui incarne parfaitement cette possibilité de parallèle entre ces deux époques. Moi, il y a un personnage qui me fascine, c'est John Brinkley. On dirait que si on le prenait là, puis on l'amenait aujourd'hui, ce gars-là, ce serait un podcaster ou serait un YouTuber. On dirait qu'il vient de notre époque, mais lui, il était dans les débuts de la radio là, dans les années 20 aux États-Unis. C'était un peu un médecin charlatan. Il y avait des faux diplômes de médecine. Il était un peu tout le temps en train d'évader les autorités aux États-Unis parce qu'il pratiquait la médecine illégalement. Il a inventé un traitement farfelu où il implantait des morceaux de testicules de bouc dans des êtres humains. Il disait que c'était bon pour à peu près toutes les maladies imaginables. Un vrai charlatan. Un vrai charlatan. Ah ouais. Et là, bon, vers le début des années 20, il perd sa licence médicale en Californie, mais il réalise... Il y a la radio. Il réalise le pouvoir de la radio et il crée sa propre station de radio, une station qui s'appelait KFKB, donc au Kansas, aux États-Unis. Il crée sa station de radio. À sa radio, il y a de la musique. C'est un des pionniers de la musique country aux États-Unis. Il y a des sketchs, il y a des nouvelles, il y a toutes sortes de choses, mais parsemé à l'intérieur de ça. Il vend ses produits. Il vend ses produits. Il vend même des prescriptions pour des traitements qui ne fonctionnent pas aux Américains. Bref, il devient extrêmement populaire à un point tel que les autorités aux États-Unis se disent bon, ben, on peut plus laisser ça aller. L'ancêtre du FCC, le Federal Communications Commission, donc le CRTC américain. C'est ça, le CRTC américain, décide de lui révoquer sa licence de radio au Kansas. Et lui, ben, il a la brillante idée de pourquoi ne pas s'installer au Mexique? Et de retransmettre à partir du Mexique? Exactement. Donc, pour contourner là, son deplatforming, il va s'installer sur la frontière américaine avec le Mexique, crée une station au Mexique qui pointe ses antennes vers les États-Unis et réussit à contourner parce que la réglementation en place aux États-Unis ne couvre bien sûr pas le Mexique. Et puis là, il réussit à continuer à atteindre les Américains en contournant les réglementations en place. Là, il y a un parallèle à faire avec notre époque aussi. Ben, tout à fait. Donc, on sait de nos jours, là, quand des personnages un peu problématiques sur les réseaux sociaux se font, par exemple, bannir de Facebook, Twitter, YouTube, ils vont aller sur d'autres plateformes, des plateformes comme Rumble, même l'ancien président américain Donald Trump a sa propre plateforme, Truth Social. Et là, ben, ils vont publier sur ces plateformes-là, ils sont bannis de Twitter ou Facebook, mais les gens font tout simplement prendre des captures d'écran, vont mettre ça sur les plateformes à grand déploiement. Donc, ils réussissent à contourner un peu les conditions d'utilisation des sites web. Donc, on voit carrément un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Sa radio était tellement puissante au Mexique qu'on pouvait l'entendre jusqu'au Canada. C'était la radio la plus puissante au monde à un certain moment donné. Incroyable. Et puis là, ben, comment il s'arrangeait, c'est qu'il ne pouvait pas traverser la frontière. Donc, il appelait sur une ligne téléphonique vers le studio au Mexique et il retransmettait son émission de radio par téléphone. Le gouvernement américain, le Congrès américain dit il faut passer une loi spécifiquement pour lui, le Brinkley Act, pour empêcher les gens de faire ça, de faire des transmissions radio à l'extérieur du pays. Une loi faite sur mesure pour ce personnage-là. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il devient un pionnier de la radio préenregistrée. Donc, il crée des enregistrements aux États-Unis, les envoie à la frontière et finalement continue à jouer des enregistrements de la radio depuis le Mexique aux États-Unis. Donc, il a réussi à contourner toutes les réglementations en place aux États-Unis pendant près de 10 ans. Ça a pris jusqu'en 1941 pour que finalement, il y ait une réglementation nord-américaine de la radio. Et là, le Mexique a dit, bon, on t'enlève ta licence radio au Mexique. Et il a été forcé de se retirer des ondes. Il est mort une année plus tard. Mais bref, ça montre comment des personnages peuvent profiter d'une nouvelle technologie pour aller rejoindre des millions de gens très facilement et qui sont quasiment plus rapides que la réglementation. Les gouvernements se retrouvent un peu sur la défensive face à une nouvelle technologie. Et puis, ben, les innovateurs, les gens qui voient qu'ils peuvent en retirer quelque chose, souvent réussissent à agir plus vite que la réglementation et peuvent utiliser ça pour propager toutes sortes de messages dangereux, finalement. Ouais. Donc, il y a absolument un parallèle à notre époque, et c'est pour ça que je disais au début, John Brinkley, on l'amènerait aujourd'hui. Il me fait penser un peu à
Alex Jones, c'est le fameux Infowars. conspirationniste d'Infowars, qui vend des produits médicaux douteux sur son émission de télévision, son émission web, qui réussit, malgré le fait qu'il est barré d'à peu près toutes les plateformes, à faire circuler ses messages sur Internet. Oui, et on verra justement si, à force de contourner les réglementations comme ça à répétition, ça ne va pas provoquer les autorités au point d'imposer des réglementations véritablement efficaces et musclées.